Nous allons lire ce conseil municipal du 3 octobre. Comme il en est de tradition, je vais vous faire part de quelques sujets divers, un vœu, une information, un petit échange, voilà. Mais auparavant, permettez-moi simplement, pour ouvrir le conseil municipal, de vous donner les comptes rendus des décisions du maire exercées par délégation du conseil, comme il est de tradition. Il y a eu par M. Dominique Guégaud une décision le 24 août 2022, occupation du domaine public, marché estival, place du commandant de la Motte Rouge, des conventions établies par la direction des affaires immobilières et foncières, mise à disposition de la CDA d'un local rue de l'Aimable Nanette, mise à disposition de locaux pour le CNAREP, mise à disposition temporaire de l'ancien hôtel de ville, la Lose Verte, vous avez pu le voir, la maison associative de la santé, l'occupation temporaire d'un local, cette rue du chef de ville, vous avez pu le voir, Cuir de France qui avait eu des soucis dans leurs locaux et nous leur avons mis à disposition des locaux pour les aider. Le centre social Vendée-Îles, nous leur avons mis des locaux à disposition, mise à disposition de locaux à l'Ancan Sud pour le CNAREP. Pour un local Porte Dauphine, une indemnité complémentaire d'assurance à partir du sinistre du 7 mai 2021. Ensuite, nous avons des délégations données à M. Guégaud pour des recours au fond, recours indemnitaire MH, on n'a pas le droit de donner les noms. Madame F n'étant pas Fontaine, bien sûr, contre Commune de La Rochelle, autorisation de défendre. Monsieur et Madame S n'étant pas Soubest, Commune de La Rochelle, permis de construire. Non, mais je n'ai pas précisé. Demande de subvention à tout organisme financeur. Monsieur Guiraud a sollicité une belle entreprise de notre région dont le nom est Léa Nature, c'est marqué dans le rapport, donc j'ai le droit de le dire, pour un projet de mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité. Voilà pour les rapports que je devais vous faire avant de rentrer dans le conseil. Avant de rentrer dans le conseil lui-même, j'ai reçu une motion de la part de Madame Danielle Carlier, une motion qui est relative au soutien des femmes iraniennes. Et je vous laisse présenter votre motion, Madame Carlier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas une motion personnelle, mais c'est bien sûr plusieurs élus. Qui est présentée à l'ensemble du conseil. Donc, le 16 septembre dernier, Mahsa Amini est décédée en Iran des mains du régime théocratique. Elle a été arrêtée pour un voile mal ajusté par la police des mœurs et est morte en garde à vue. Elle avait 22 ans. Depuis plusieurs jours, les manifestations prennent de l'ampleur. Une jeune femme blonde qui se nouait les cheveux pendant une manifestation a été tuée par balle. Elle avait 20 ans. Parmi la foule des manifestants, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Elles viennent de tous horizons et de tous milieux. Elles manifestent en leur mémoire et pour ne pas laisser le silence se refermer sur ces assassinats. En une dizaine de jours, il y a environ 80 manifestants qui sont décédés et ce sont surtout des femmes qui ont péri donc sous les coups du régime iranien. Ces meurtres sont de trop. La ville de La Rochelle, fidèle à ses valeurs d'humanisme et de tolérance, salue le courage des Iraniennes et appuie leur combat pour l'égalité et la liberté. Et je suis aussi très frappée par ces femmes afghanes qui sont elles-mêmes dans la détresse et qui manifestent pour soutenir les femmes iraniennes. Donc c'est un grand courage de toutes ces femmes. Le droit des femmes n'est pas une option, il doit être respecté. La ville de La Rochelle s'engage au quotidien dans la défense des droits humains, en particulier le droit des femmes, et continuera à le faire plus fortement encore. Merci beaucoup, Madame Carlier. Nous réfléchissons à prendre éventuellement d'autres initiatives pour saluer ce combat. Je vous passe la parole, Madame. En tant que déléguée à l'égalité femmes-hommes au sein de la collectivité. Donc effectivement, nous avons la présentation d'une motion qui sensibilise et qui va bien au-delà d'ailleurs, qui prend fait et acte pour cette situation absolument dramatique. Et je pense qu'il faut effectivement que nous réfléchissions ensemble sur une autre étape qui serait celle de la mobilisation pour démontrer toute notre force et l'union faisant la force pour défendre ce mouvement politique. Parce qu'effectivement, nous assistons à un soulèvement populaire de très grande ampleur,
avec la force héroïque de femmes qui combattent pour leur liberté. Et nous assistons en même temps à l'ébranlement d'une dictature par le mouvement de femmes révoltées qui expriment avec force leurs convictions. Et nous ne pouvons que nous mobiliser pour amplifier notre soutien à ce combat héroïque. D'abord pour soutenir un mouvement d'opposition à une dictature politique et religieuse, parce qu'il y a maintenant des règles anachroniques et des comportements destructeurs. Et indépendamment de toute idéologie politique et religieuse, ce combat aussi pose celui de la préservation des droits sociaux et humains qui ont été acquis et qui sont le résultat d'une longue conquête. Et là, quand on observe ces femmes, eh bien, souvent les femmes leaders sont des femmes extrêmement éduquées, avec un rang social élevé, qui pose le problème plus fondamental de celui de l'éducation. Et c'est grâce à cette éducation que ces femmes ont pu prendre leur place dans la société. Donc elles ont effectivement connu 20 ans de liberté, un système éducatif ouvert, et sont maintenant confrontées à une impossibilité à accéder à ces droits fondamentaux. Et après, nous pouvons aussi réfléchir sur d'autres droits bafoués plus près de nous, des États considérés comme démocratiques, où le droit à l'avortement, par exemple, est lui aussi remis en cause, dans certains États considérés a priori comme libéraux aux États-Unis. Voilà, donc il nous paraît essentiel de dépasser d'ailleurs des manifestations qui ont déjà eu lieu à certains endroits, mais qui sont restées ciblées. La Rochelle est la ville des droits de l'homme, et donc nous devons nous mobiliser en faisant intervenir au niveau d'ailleurs de tous les acteurs œuvrant pour les droits de l'homme, à toutes les forces qui permettent de mettre l'accent sur ce difficile sujet. Il y a aussi des étudiantes iraniennes, une communauté iranienne, et donc nous allons réfléchir à la façon dont nous allons porter nos valeurs et défendre ces droits. En associant nos collègues de l'agglomération probablement dans cette démarche. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, madame. Oui, on ne peut que saluer cette motion et avoir tout le respect et le soutien pour ces femmes et pour ces hommes qui viennent en défense pour des droits si fondamentaux qui paraissent à un moment donné sont très fragiles au final au regard de l'histoire et des bouleversements qu'il entraîne. Je pense qu'on a un devoir de mobilisation, de réaction et de témoignage à leur encontre. On a aussi un devoir d'éducation chez nous, auprès des enfants. Là, on a des moyens pour le faire au niveau de la ville, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'agglomération aussi, pour s'assurer que ces droits restent inscrits fortement dans les consciences dès le plus jeune âge, que ce soit le droit des femmes, mais le droit à l'égalité et le respect d'une laïcité qui permet d'avoir un dialogue et une cohabitation sereine. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et nous amener à mobiliser peut-être plus de ressources, plus d'efforts sur ces gros piliers qui pour nous paraissent acquis, mais on le voit au regard de ce qui se passe en Iran, ça peut paraître un petit peu loin, mais aux États-Unis, mais en Italie, etc. Rien n'est acquis dans ces droits-là. Et je crois que c'est en travaillant avec notre jeunesse, vraiment sur les fondamentaux, qu'on arrivera à se prémunir de telles dérives et de telles violences. Merci, madame. Jean-Marc Soubest. Chers collègues, bien évidemment, le groupe des écologistes partage les mots de cette motion. Ce qui se passe en Iran est terrible. C'est pas la première fois. Hein, c'est un mouvement qui est récurrent en Iran et qui malheureusement à chaque fois est réprimé par la violence et par le sang. Donc bien sûr, il faut soutenir les femmes qui sont victimes d'une violence qui est systématique et institutionnalisée. Parce que c'est ça l'horreur du régime iranien, c'est que cette violence, elle est institutionnalisée depuis 1979 avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Il faut soutenir la jeunesse aussi. Je pense que c'est important, ça aurait été important que dans la motion, il y ait ce mot de la jeunesse iranienne. Il y a une grande mobilisation de tous les jeunes iraniens pour lutter pour cette liberté, le droit des femmes, mais plus généralement pour la liberté, parce que c'est la valeur qui est défendue
par tous ceux qui se mobilisent et qui luttent contre ce régime liberticide et ce régime de terreur. Et puis, soutien à toute la société iranienne, parce que comme vous l'avez vu avec moi ou lu, finalement, ce sont des commerçantes et des commerçants, ce sont des professions libérales, des avocates et des avocats, ce sont des médecins, et celles qui aujourd'hui ont encore parfois le droit d'exercer et qui sont des femmes médecins, qui se mobilisent pour défendre ce droit au nom de trois mots hein, qui sont importants parce qu'ils nous concernent à nous, enfin ici, pour les valeurs qu'on défend, c'est femmes, vie et liberté. Et je pense que ces mots-là sont vraiment très très importants parce qu'ils résument les combats que l'on peut soutenir, nous, à travers nos motions, à travers les engagements financiers aussi que l'on peut prendre, les mobilisations qu'on peut organiser pour les femmes iraniennes, mais Chantal Murat l'a rappelé, pour tous les combats des femmes et pour tous les combats pour la liberté. Alors il y en a beaucoup, hein, c'est sûr, mais vous avez l'habitude de mobiliser, vous êtes mobilisés pour les femmes ukrainiennes, on s'est mobilisé pour les femmes afghanes. Voilà, il est important de ne pas abandonner non plus les combats passés et de toujours se dire que voilà, il y a une lutte nouvelle, mais il ne faut pas oublier les combats passés. Et aujourd'hui, les jeunes afghanes qui arrivent sur notre territoire, elles sont souvent, voilà, leur vie aujourd'hui est très compliquée. Et soyons à la hauteur de l'accueil de ces jeunes femmes, mais aussi de ces jeunes hommes qui fuient ces pays d'intolérance. Pour terminer, je voulais juste citer une romancière iranienne, franco-iranienne, qui s'appelle Sour Kasmaï, et qui dit qu'il n'y aura pas de liberté sans liberté de la femme. C'est vrai en Iran, mais c'est vrai bien sûr pour tous les droits des femmes, ici aussi et dans tous les pays, vous les avez rappelés, où aujourd'hui sont menacés les droits des femmes. Donc ça veut dire considérer ici, en France, ici à La Rochelle, la parole des femmes, c'est important, et ça veut dire aussi protéger les femmes quand elles sont victimes de violences et leur donner les moyens d'être en sécurité. On en a parlé plusieurs fois dans cette enceinte, c'est agir véritablement pour cette mise en sécurité. Merci. Merci, chers collègues. Oui, je vous en prie. Voilà, le voyant est rouge, mais on va quand même pouvoir s'exprimer. Alors, effectivement, le groupe Le Renouveau estime, à l'aune de ce qui vient d'être dit, on vous invite à relire une lettre d'Elisabeth Badinter qui date du 24 juillet 2013, qui est très parlante. Effectivement, les droits des femmes doivent être respectés. Alors, peut-être que la meilleure façon, une motion, c'est très bien, c'est un consensus qui est très large, qui est partagé. C'est bien de trouver des solutions, d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais si on agit ici concrètement, maintenant, tout de suite, par exemple en créant une maison des femmes, bah, c'est peut-être un exemple qui pourra servir et faire tache d'huile et se répandre et servir aussi partout ailleurs. Voilà, donc nous, c'est une des propositions qu'on pourrait faire avec le groupe Le Renouveau. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre au vote la motion que vous avez présentée. Auparavant, j'ai le devoir de proposer un secrétaire de séance et une secrétaire de séance. Madame Blais, si vous acceptez d'être secrétaire de séance, et Monsieur Sylvain Dardenne, si vous acceptez, secrétariat de séance. Je dois également donner lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Tarek Azouag a donné pouvoir à Madame Spano, Gérard Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Fontaine, Delphine Charrier a donné pouvoir à Madame Léonidas, Monsieur Brochet a donné pouvoir à Madame Borde-Vauman, Madame Désir a donné pouvoir à Michel Thillot, Monsieur Pasquier a donné pouvoir à Madame Guichard et Océane Marial a donné pouvoir à Monsieur Soubest. Voilà les pouvoirs. Donc, je vais déclarer ouvert le vote qui est favorable à l'adoption de ce vœu. Merci. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc, ce vœu est adopté à l'unanimité. Et j'ai bien entendu les différentes propositions qui ont été faites pour l'amplifier, pour qu'il y ait un mouvement populaire, pour crier notre indignation sur cette situation. J'ai une information particulière en fonction pour les éventuelles rediffusions de la Coupe du Monde de football, qui, à ma connaissance, a lieu au Qatar. Oui, monsieur le maire, bonjour à toutes et tous. Moi, je vais continuer dans les droits de l'homme, des humains.
Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, la Coupe du Monde de football va se dérouler au Qatar du 20 novembre, du 20 novembre au 18 décembre. Et que, bien sûr, ces Coupes du Monde sont toujours un enjeu, et notamment un enjeu dans la retransmission. Et donc, nous voulions vous proposer, faire une information. C'est une information, parce qu'il n'y a pas, oui. pas un vœu, Oui, c'est une non, c'est pas un décision. vœu, oui. Une information. Donc, la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar est un non-sens au regard des droits humains, des droits de l'homme, du respect de l'environnement et des valeurs essentielles du sport. La ville de La Rochelle souhaite promouvoir un sport responsable et, en conséquence, n'organisera pas de diffusion de matchs de cette compétition. Voilà, donc la ville ne prendra aucune initiative en faveur des diffusions de ces matchs, que ce soit des, comment vous appelez ça, des espaces, des fan zones, ou quoi que ce soit. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas forcément d'avis sur cette question parce que je m'interroge tous les jours. Je regarderai, je ne regarderai pas. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est pourquoi on ne s'est pas manifesté il y a 5 ans, 6 ans, quand ça a été décidé pour le Qatar. Voilà. Mais j'ai toujours pas d'avis tranché sur la question. Je m'interroge simplement sur pourquoi maintenant. Voilà. Ouais. Ah ben maintenant, parce que la question va être, les matchs commencent le 20 novembre, on va être en pleine actualité. Voilà, la question nous est posée. Hein. Voilà, c'est pourquoi maintenant. Mais c'est vrai que la décision qui a été prise est une décision sur laquelle certains se sont exprimés à l'époque, et on aurait pu en parler peut-être un peu plus à l'époque. Mais en tout cas, nous sommes confrontés à une situation. Certains nous disent, est-ce que vous allez diffuser ou pas? La réponse vous a été donnée par la voix de Catherine. Voilà, chers collègues, là, il n'y a pas de vote puisque c'est une décision. Un mot d'information et de félicitations pour commencer. Le Grand Pavois vient d'avoir lieu. Malheureusement, les mauvaises situations météo n'ont pas permis voile de nuit, mais je voulais adresser nos félicitations aux organisateurs du Grand Pavois. On retrouve un très beau Grand Pavois qui prend toute sa place dans l'économie maritime à La Rochelle. Et c'est un message d'amitié, mais aussi surtout de soutien et de félicitations que je voulais adresser ce lundi, juste après la fin du Grand Pavois, et dire combien nous trouvons que le travail des organisateurs est un travail de grande qualité. Mais, et ce n'est pas le Grand Pavois la difficulté, c'est que les habitants des Minimes, et je vais vous passer la parole, vivent depuis quelque temps une situation extrêmement délicate, désagréable, qui n'est pas de notre fait. Donc, à l'initiative de plusieurs personnes, et Olivier Prantou a été au cœur de ces échanges avec la mairie d'Étré, un virement de bord, si j'ose me permettre l'expression, a été fait pour réouvrir la sortie des Minimes samedi soir et dimanche soir, hein, il me semble. Voilà. Mais je vais vous passer la parole parce que vous êtes élu et vous pouvez parler au nom du quartier des Minimes. C'est une situation qui n'est pas satisfaisante pour l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, je suis donc référente au quartier des Minimes, mais je suis aussi habitante. Je côtoie des travailleurs qui travaillent aussi aux Minimes. Et en effet, c'est une situation qui devient problématique quand on se dit que le soir, pour rentrer chez soi, on met 1h, 1h15, alors qu'avant, on mettait 20, 25 minutes, 30 minutes, en fonction de là où on habitait, et où au final, le plus gros de ce temps et passer à essayer de sortir du quartier. Donc on a eu des remontées de travailleurs qui se retrouvent à devoir aller chercher leurs enfants au commissariat parce que quand ils arrivent chez eux, la garderie est fermée. Et donc en fait les enfants sont déposés soit en gendarmerie, soit au commissariat. Donc c'est une situation qui socialement aussi peut être mal vécue. Donc voilà, donc là je dois dire merci quand même à M. Loisel d'avoir voulu rouvrir, de changer de sens en tout cas de circulation pour le samedi et le dimanche soir, ce qui a permis de vider plus facilement le quartier des Minimes. Mais c'est vrai que ça reste une situation très problématique pour notamment les travailleurs, qu'ils soient de La Rochelle, d'Étré ou d'autres communes de la communauté d'agglomération. Donc voilà. Merci de ce témoignage. Il est clair que nous souhaitons que cette artère, parce qu'on voit tous la géographie, hein, une voie ferrée, quelques points de franchissement, peu nombreux, et donc dès qu'on supprime un des points de franchissement, pour pouvoir rentrer au... Alors, je sais, et je vous donnerai la parole, bien évidemment, que nous souhaitons faire évoluer les mobilités, mais je dirais qu'on ne fait pas évoluer les mobilités par des comportements comme ça qui n'améliorent rien. On le fait par l'action que nous menons
en faveur des mobilités douces. Nous allons faire un livre blanc du TER pour que ceux qui habitent Rochefort puissent avoir une offre plus importante pour rentrer chez eux, qu'ils habitent Rochefort, qu'ils habitent Châtelaillon, qu'ils habitent Angoulins, peu importe. Mais en tout cas, que l'offre de mobilité soit meilleure, mais on résout les problèmes environnementaux avant tout en proposant des offres alternatives, ce que nous allons essayer de faire, mais je dirais dans la limite des compétences qui sont les nôtres, je pense ville et agglomération bien sûr, pas par des méthodes qui consistent à boucher clairement, franchement, un passage qui reste très important pour beaucoup de gens. Voilà, alors oui, bien sûr, Jean-Marc Soubest, Dominique Guégaud. C'était une réflexion effectivement sur pas forcément que la circulation, mais les grands pavois et parfois les contradictions dans lesquelles on se trouve tous et la ville de La Rochelle en particulier. Alors sur les circulations, effectivement, moi j'ai pu me rendre à vélo au Grand Pavois, donc c'était oui, mais pratique, on n'est pas loin. Mais c'est vrai que pour les amis qui habitent Étré, Angoulins et au-delà, c'était très compliqué. Ça pose la question effectivement de l'accès aux minimes et vous le disiez, de notre politique collective au niveau de la communauté d'agglomération. De l'offre de transport, de sujets, mais on en a parlé plein de fois, mais je redis juste, c'est pas le cœur de mon intervention. On n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas une offre de bus à la hauteur des flux de notre agglomération, qui sont aujourd'hui des flux qui sont au-delà de la première couronne, hein, notamment sur le secteur des minimes, avec les travailleurs, les étudiants, qui aujourd'hui habitent bien au-delà de la première couronne et qui ont augmenté les flux de circulation. Et puis, vous parliez du TER, là, il y a le blocage aujourd'hui, et certains de vos élus de la majorité l'ont rappelé, c'est le blocage de l'intermodalité vélo-TER. Alors, je sais que les élus écologistes à la région essayent de proposer certaines alternatives, mais on a un vrai blocage, parce qu'aujourd'hui, certes, on peut laisser son vélo dans une gare à Angoulins ou à Châtelaillon et prendre un vélo à La Rochelle, mais on ne peut pas forcément le déposer dans une station qui est à proximité de son lieu de travail. Donc voilà, il y a des incohérences aussi sur notre offre de mobilité qu'il va falloir résoudre. Mais c'était plus moi la contradiction, puisqu'on parlait du Grand Pavois. Donc moi j'ai fait un petit tour, je suis allé voir toutes les innovations dans le domaine de la voile et notamment l'effort pour économiser l'énergie dans le transport maritime. Mais par contre, j'ai été quand même sidéré, et plein de gens m'ont fait la remarque, quand on arrive au Grand Pavois et qu'on voit des Jeeps à vendre, quand on voit des moteurs Mercury qui consomment, je vous valide tout ce que moi je peux consommer sur une année en carburant, voilà, moi je suis scandalisé, et d'autres comme moi. C'est-à-dire que notre Grand Pavois, il est sympathique, mais il est toujours celui du monde d'avant. Alors, je comprends, c'est pas nous qui l'organisons, et les organisateurs sont très sympathiques, mais ce qu'on donne à voir, c'est un monde de contradictions. Et aujourd'hui, ceux qui s'engagent et à qui on demande de faire des efforts au quotidien sur l'énergie, sur les transports, ben voilà, ils se disent mais à quoi ça sert, franchement. Merci. Alors, nous avons transmis aux organisateurs un message assez similaire au vôtre sur la marque de voiture que je ne citerai point, et je suis pas loin de partager votre avis. Bon. Ils nous ont indiqué que les véhicules exposés étaient des modèles électriques. Bon, je n'ai pas essayé. Oui. Voilà, mais je ne suis pas loin de partager votre avis là-dessus. Sur le reste, ils ont fait des gros efforts. Il y avait quand même des tentes complètes sur l'évolution des propulsions. Hein. On peut dire qu'il y a quand même une évolution significative. Et puis, puisque vous parlez de salon, la question qu'on peut poser demain, c'est est-il nécessaire d'envoyer des camions à Paris avec des bateaux pour aller dans les salons inshore? Et je pense que ce que j'entendais dire sur les pontons, c'est que on va plutôt vers un renforcement des salons à flot, qui sont sur le plan environnemental bien plus légitimes que les salons indoor, Paris, mais Düsseldorf et d'autres, sur lesquels emmener des bateaux par camion de transport exceptionnel ne correspond peut-être pas au monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà sur ces sujets, je vous en prie. Bon, évidemment, on partage, mais on reste quand même dans une économie de marché. Un salon, c'est fait pour vendre du matériel, et il y a un virage à prendre, mais ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, et il va falloir un peu de temps, quoi. Par contre, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'exposants
n'ont pas forcément un rapport avec, avec le monde maritime, la voile. On a vu des clims, on a eu pas mal d'exposants qui avaient de moins en moins un rapport avec le salon nautique, quoi. Voilà, ça c'est une remarque très personnelle. Volontiers, alors je t'en prie, Dominique. Oui, simplement pour compléter sur la route de la plage avec Marie Nedelec en qualité de conseiller départementaux de La Rochelle et notamment du secteur des Minimes. Nous avons été alertés par les employés, par les agents du conseil départemental, par des habitants du quartier des Minimes, par des entrepreneurs. Donc nous allons écrire dès demain, enfin avant la réunion publique qu'a prévu de faire Tony Loisel, je crois, le 14 octobre, une lettre lui demandant de revoir sa position sur cette route de la plage. Absolument. Voilà. Merci, Olivier Pantou. Et puis, Aya Kofi. Merci, monsieur le maire. Oui, donc j'ai pu participer. Alors, le département était représenté en tant qu'employeur et pas en tant qu'institution à une réunion avec la ville d'Étré, avec Tony Loisel. Je voudrais tout de même préciser qu'en fait, il y a des arguments, des motivations avancées par monsieur Loisel qui méritent d'être entendus. Concernant les 8000 véhicules par jour qui passent à certains endroits, je veux être moi tout à fait transparent sur les motivations qui avancent, sont des motivations que moi je ressens pour un certain nombre de voies sur lesquelles je peux travailler à La Rochelle, et en tout état de cause, je ne pourrais entendre en fait et porter un jugement définitif sur le travail qu'il fait sans pouvoir l'entendre parce qu'on nous le reproche fréquemment. Vous savez, la ville-cœur, elle fait pas forcément attention à ses voisins et tout. Il y a eu un petit raté au démarrage, assurément, dans cette action, au sens où voilà, ça arrive et on le reproche parfois à la ville, mais Étré n'a pas véritablement prévenu la ville de La Rochelle. Je dis pas demander l'autorisation, il n'y a pas d'autorisation à demander, mais évoquer avant le début du mois de juin. Cela dit, moi j'ai rencontré un maire qui me semblait sensible à la problématique qui était créée. Il a montré, je veux dire, pour le samedi et le dimanche, son souhait de vouloir accélérer l'évacuation des Minimes à l'occasion du Grand Pavois. Et il s'est montré ouvert à une réflexion soit sur un choix de sens unique alternatif. Il nous a demandé de travailler sur le fonctionnement du giratoire Odette-Gorin, en fait, au croisement de Normandin et du boulevard de la République. On a aussi réfléchi, puisqu'en fait, le département, en tant qu'employeur, évoquant le fait que certains de ses agents se mettaient à se garer sur le parking du Carrefour Market à côté, finalement, quelque part, de temps en temps, de la contrainte naît un peu l'opportunité, parce que finalement, en fait, on se rend compte que c'est un P+R qui dit pas son nom et que quand il s'agit qu'on a un gros point de contention comme le pont de Bongraine, qui est un vrai sujet durable, se stationner de l'autre côté aujourd'hui, de ce côté-là, du côté du Carrefour Market ou plus tard en fait du côté du parking Simone Veil, c'est déjà, pardon, Georges Brassens peut-être, en tout cas le long du boulevard Simone Veil, ça fait avancer l'idée du P+R. Il y a des gens qui marchent et qui gagnent aujourd'hui 20-25 minutes sur leur temps de retour le soir en choisissant le matin de se garer de l'autre côté du pont de Bongraine. Donc en fait, on a travaillé sur un bouquet de solutions dont j'espère qu'ils feront leur preuve, tout en permettant à chaque partie de travailler dans le sens que lui demandent ses administrés. Et puis je suis convaincu qu'en fait on trouvera une solution, et au cours des prochaines semaines, je serai présent. En fait, Tony Loisel m'a invité à être présent le 14 octobre, je crois, à la réunion qu'il organise. En tout apaisement, il sera intéressant d'y être effectivement pour exprimer ce que du côté de La Rochelle on peut ressentir. Évidemment, je pense qu'il y aura des gens qui viendront d'autres communes et des gens d'Étré pour trouver tous ensemble la meilleure solution. Chers collègues, merci d'essayer de trouver des points de convergence. Il n'empêche que la question reste délicate, et ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est durement ressenti par les habitants, et pas, quand je dis les habitants, mais aussi surtout par les salariés qui travaillent à l'université, qui travaillent à Subdeco, qui travaillent, enfin, à Excelia, pardon, Alexis, toutes les entreprises qui sont là-bas. Voilà pour ce point d'actualité. Je vous propose de rentrer dans l'ordre du jour. Oh, pardon, Adam, excusez-moi, je n'avais pas vu.
Je voulais plutôt revenir sur le Grand Pavois. Donc, je partage partiellement ce que vient de dire tout le monde ici, en l'occurrence Jean-Marc Soubès. Mais le Grand Pavois a fait beaucoup d'efforts au niveau de la transition énergétique. Mais le Grand Pavois, c'est surtout une association qui la porte. Et ce sont plusieurs associations qui œuvrent et nombreux sont les bénévoles, encore une fois, qui œuvrent pour que ce Grand Pavois soit une vitrine de notre département, de notre agglomération et surtout de notre commune. J'ai pu rencontrer plusieurs bénévoles qui font le maximum depuis 1973 et au Grand Pavois. Voilà. Merci beaucoup. Chers collègues, je vous propose que nous rentrions dans l'ordre du jour. Alors, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, d'inverser les délibérations 1 et 2, parce que la délibération 1 s'explique mieux une fois qu'on a vu la délibération 2. Il y a un lien immédiat et évident. Donc, Dominique Guégaud, je vous propose de présenter la délibération 2. Oui, je vous en prie. Maire, mes chers collègues, bon, je vais sortir pendant ces 2 délibérations parce que je suis toujours membre de la SAS Stade Rochelet et de l'association Stade Rochelet. C'était prévu, merci. Et nous le enregistrerons bien sûr pour nos comptes rendus. Alors, Dominique, expliquez-nous la délibération numéro 2 et la seconde, elle viendra automatiquement en déroulé. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, ces 2 délibérations sont tout à fait liées. Nous vivons tous le succès croissant du Stade Rochelet. On s'en réjouit, hein, champion d'Europe 2022, 9 saisons consécutives en top 14. Donc il est important que ces transformations, que cette évolution, que les infrastructures qui logent le stade soient à la hauteur de ces résultats. Aussi, nous avons lancé un marché public de conception-réalisation pour agrandir le stade Marcel de Flandre avec plusieurs objectifs. D'abord, le rénover et le moderniser, parce que cette tribune, il s'agit de la tribune Charente-Maritime, c'est la plus ancienne, c'est celle qui n'a pas été rénovée, parce que les 3 autres ont été soit rénovées, soit construites. Améliorer la qualité et la capacité des places offertes. Donc là, on se propose d'agrandir la jauge de plus de 700 places, de permettre à cette tribune Charente-Maritime d'être conforme aux exigences de la haute compétition, notamment de la Ligue nationale de rugby, que ce soit en termes de gradins, en termes de loges, en termes de locaux d'exploitation, et également, c'est très demandé, en termes d'espace de travail pour les médias, les télévisions notamment. Et enfin, un point important, la mise en accessibilité de tous les espaces, que ce n'est pas le cas actuellement, qui sont répartis dans les différents niveaux, avec la mise en place notamment d'ascenseurs. Voilà, donc le projet consiste à agrandir la structure extérieure par une structure nouvelle qui va partir de l'arrière de cette tribune et qui va venir la coiffer à la fois sur le dessus et puis sur les 2 ailes, l'aile L et l'aile ouest. Et ça permettra également d'accroître la visibilité en fait pour les personnes qui seront installées dans ces tribunes. Oui, c'est pas tout à fait terminé. Nous avons procédé donc à un appel d'offres pour évidemment ce marché. C'est un marché conséquent et c'est un groupement d'entreprises locales qui a été choisi par la commission d'appel d'offres. Les travaux vont avoir une durée très limitée parce que la fenêtre de tir est réduite. Ça devra se faire entre juin et octobre 2023. Pourquoi octobre? Parce que la saison est un peu décalée à cause de la Coupe du Monde de rugby. Et du coup, c'est profitable. Et il faut que cette ouverture au public, que l'ouverture au public de cette tribune ait lieu le 3 novembre 2023. Donc, c'est la gageure qui a été fixée à l'entreprise. La SAS, le Stade Rochelet, a fait part de sa volonté, évidemment, de contribuer au financement de cette tribune à hauteur de 6 millions d'euros hors taxes. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 14,5 millions. La différence étant assurée par les financements publics que seront
la ville, la CDA, le département de la Charente-Maritime et également la région Aquitaine. Donc, il vous est proposé d'accepter l'offre de concours de la SAS Stade Rochelet et d'approuver le projet de convention signé avec le maire ou son représentant. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vous en prie. Je vous en prie. Pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet depuis quelque temps, l'agrandissement. On va donc scalper cette tribune, si j'ose dire, remonter au niveau des autres tribunes. Le gain de place va être ici, où vous allez fermer en plus un virage. Parce qu'à chaque fois, c'est les discussions. Le gain de place est au-dessus et sur les deux ailes. On ne ferme pas les deux angles. D'accord, on ne ferme pas les deux angles, mais on les élargit. OK. Absolument. C'est ça. Monsieur Soubest? Oui, chers collègues, écoutez, nous, on est un peu mal à l'aise avec cette délibération pour deux raisons. La première, c'est sur le montant. 14,5 millions d'euros. On demande 2 millions à la ville de La Rochelle. La délibération qu'on a votée en CDA, c'était 12 millions d'euros et 1 million pour la ville de La Rochelle. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'était pourquoi ce delta. On imagine, comme beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui, les coûts des travaux augmentent, mais pourquoi le surcoût est seulement pris en charge par les fonds publics? J'imagine que le département va payer un peu plus cher, que la région va payer un peu plus cher, ou alors c'est seulement la ville et l'agglomération qui font le delta. Sachant que, deuxième élément, alors vous parlez de 700 places, quand on regarde un peu le dossier, on va dire aux abonnés réguliers, c'est plutôt 480 places. Après, ce sont des places en loge qui sont offertes, mais en tribune gradin, on est à moins de 500 places. Donc, dans un investissement public, c'est dans le dossier. Ah bon, c'est le dossier qui a été présenté en CDA. Moi, j'ai repris les chiffres, etc. Il est dans votre K-Box. Et donc, quand on regarde un petit peu les chiffres d'investissement public sur des places de rugby, on est à peu près à 5 000 € la place. Ce qui donne un investissement pour 500 places de 3 millions d'euros. Ici, on est sur un investissement public de 8,5 millions pour 495 places. Le reste, je répète, c'est des espaces soit commerciaux, publicitaires, de loges. Je ne nie pas la nécessité du Stade Rochelet de développer son offre commerciale et de rentabiliser ces espaces, mais l'utilisation de l'argent public, à un moment donné, me pose problème et nous pose problème. Le deuxième élément, c'est, pour faire simple, après sur l'accessibilité, il n'y a pas de souci. Le deuxième élément, c'est sur l'opportunité du projet. Donc, plus de 2,5 millions supplémentaires pour les fonds publics, à un moment où, moi je lis la Gazette des communes, j'entends mes collègues dans les autres municipalités dire attention, attention, les coûts de l'énergie augmentent, les coûts des matériaux augmentent. Est-ce que c'est opportun? Je comprends la Coupe du Monde, la logique de la fenêtre pour faire ces travaux, mais est-ce que c'est opportun d'engager des travaux sans savoir exactement le montant qu'on va payer au final? Parce que aujourd'hui, c'est 14,5 millions d'euros, c'était 12 millions au mois de juin. Ça sera combien au moment où les travaux seront terminés et qui réglera la facture? Nous, on n'a pas de réponse là-dessus. Donc, sur les deux délibérations, on votera contre parce que voilà, on n'a pas d'éléments suffisants pour se dire voilà, l'utilisation de l'argent public, il est signifiant. Merci. Merci. Quelques éléments de réponse au niveau de la ville, tout d'abord. N'oubliez pas, comme nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons mis en place ce qui était obligatoire, une redevance. C'est-à-dire que la ville de La Rochelle bénéficie d'une forme de location par le Stade Rochelet. Donc là, on est en investissement, alors que la redevance, c'est chaque année, nous bénéficions d'un financement qui est raisonnable, mais qui, quand même, multiplié par un certain nombre d'années, sont supérieurs aux sommes qu'on évoque. Deuxième élément, sur la partie budgétaire. Il me semble, mais là je vais vérifier, que le budget qu'on a compté à 14,5 millions a déjà pris en compte des aléas. Bon, parce que effectivement, on est dans des périodes... c'est ça, donc on me le confirme. Donc évidemment, on est dans des périodes fluctuantes, mais on a reçu maintenant les offres. Donc c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu, vous avez raison, mais les équipes techniques ont pris en compte des aléas. Sur l'agglomération, elle qui va, j'espère, nous aider, on va délibérer avec les collègues, l'apport financier est plus important parce que l'agglomération bénéficie de la taxe de séjour. Or, les matchs du Stade Rochelet
ont lieu globalement de début septembre jusqu'à mai-juin, à une période, je dirais, qui est plutôt tout l'hiver, une période extrêmement favorable pour l'hôtellerie, la restauration. Quand 16 000 personnes sont présentes, vous en avez bien 3-4 000 qui viennent de Vendée, qui viennent des Deux-Sèvres, qui viennent de partout, et qui vont aller à l'hôtel, qui vont aller au restaurant et contribuent hors saison. C'est ça qui est extrêmement intéressant à notre économie. Donc, moi, je le dis clairement, le Stade Rochelais est un élément extrêmement favorable pour l'économie de notre territoire, que ce soit la ville, l'agglomération, tous les commerces. Élément complémentaire, on est dans un esprit de partenariat. Regardez ce qui se passe dans d'autres territoires. On est dans un partenariat, le Stade nous aide pour pouvoir faire ce projet auquel il tient beaucoup. Donc on a construit un modèle de partenariat un peu atypique, mais pour avoir la chance de rencontrer souvent des élus d'autres territoires qui portent des équipements, que ce soit Pau, que ce soit Bordeaux, que ce soit Le Mans, je peux vous dire qu'on est dans une situation extraordinairement favorable parce que nous avons un équipement qui reste municipal, mais avec des concours du club lui-même à des hauteurs qui ne sont pas ridicules. Donc on est dans un modèle économique qui fait beaucoup d'envieux, je peux vous le dire. Regardez Bordeaux, bon, c'est le pire du pire. Un PPP dans lequel l'équipe n'arrive plus à payer les 6 millions d'euros par an. C'est l'agglo de Bordeaux, l'ancien maire de Bordeaux l'avait transféré à l'agglo. Situation très compliquée. À Pau, pareil. C'est des équipements neufs qui ont coûté des millions d'euros aux collectivités. Là, oui, il y a une somme, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle est raisonnable par rapport à l'impact considérable que nous apporte le Stade Rochelais par les gens qui viennent, sans parler de l'image, bien sûr, formidablement favorable qu'il véhicule pour notre territoire. Oui, Dominique ? Oui, juste une précision sur les places. Il s'agit de plus de 600 places abonnées, ouvertes à tout le monde, et 100 places loges. Merci, oui, je vous en prie. Je sens que vous allez soutenir mon discours. Ouais. Bah, super. Mais je vais le chiffrer, monsieur le maire. Parce que je voudrais souligner quand même l'effort considérable du Stade Rochelais dans le plan de financement d'apporter quasi 50% d'autofinancement de la somme. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions et on ne peut que les soutenir. Merci. Oui, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on va gagner à Bayonne ? Oui, en revanche, pour toutes ces grandes infrastructures qu'on met en place et qu'on agrandit, etc., la future caserne des pompiers, le stade qui va s'agrandir, il faudrait peut-être réfléchir, se poser vraiment la question de la circulation, du stationnement, de toutes ces problématiques qui sont quand même là, qui sont très pesantes à chaque match, qui vont être pesantes aussi à la caserne lorsqu'elle sera construite. Quand l'hôpital sera installé, ce sera très pesant tout ça. Voilà, on vient de parler du Grand Pavois, de l'accessibilité. Peut-être qu'on a des réflexions à mener justement pour essayer de proposer des choses. Merci. Merci. Pour rester sur le Stade Rochelais, sachez qu'à chaque fois qu'on a des réunions dans le quartier de Portneuf, le stade est présent. On échange beaucoup avec les habitants. Je ne dis pas du tout que c'est une situation idéale, mais j'ai trouvé que ça s'est plutôt amélioré. Les gens viennent beaucoup en covoiturage. Les Rochelais ou les habitants plus proches viennent beaucoup à vélo. Voilà, oui. C'est toujours compliqué de dire que l'on n'est pas d'accord avec une délibération sur le Stade Rochelais. On a l'impression que il faut toujours voter pour le Stade Rochelais. Je me souviens de Vincent de Mester ou Guy Denier qui à l'époque râlait un petit peu pour le montant des subventions accordées à la SAS Stade Rochelais au conseil communautaire. C'était un peu compliqué pour eux parfois. Non, il faut rappeler quand même qu'on soutient largement le Stade Rochelais. Nous, écologistes, on a toujours voté les subventions à la SAS Stade Rochelais. Mes chers collègues, c'est quand même 1 million d'euros par an de subventions publiques. Non, pas nous, hein, mais département, région, sur la somme. Je parle de fonds publics, parce qu'aujourd'hui, je parle de fonds publics. Et dans ces périodes très compliquées, moi, j'aimerais être sûr, mais vraiment, je ne suis pas sûr, que les toitures des stades, des gymnases aujourd'hui à La Rochelle, qui ont beaucoup de problèmes, et franchement, l'état des lieux qu'on avait fait il y a quelques années le montrait, que les travaux de rénovation des écoles, que la végétalisation des cours, que tout ça, ça ne soit pas grévé par les 2 millions ou le million supplémentaire que l'on décide de voter pour un projet de stade avec une enceinte qui est certes publique, mais qui est aujourd'hui exclusivement, et c'est comme ça, et c'est pourquoi pas, hein, utilisé par le Stade Rochelais. Si jamais un jour, et je ne souhaite pas vraiment, le Stade Rochelais avait des difficultés sportives,
voire financière, c'est une SAS. Ce stade des Flandres, j'espère qu'on trouverait quelque chose à y faire, parce qu'on aura vraiment mis un écrin extraordinaire pour cet endroit. Voilà, merci. Oui, mais alors là, n'ayez pas d'inquiétude. Je veux dire, le stade, il a connu, c'est une vieille dame qui a été lancée par un diplomate américain qui s'appelait Monsieur Jackson. Voilà, et voilà, on est plutôt, c'est vrai, dans une période où le projet qu'ils ont porté se déroule exactement, même mieux que nous l'avait expliqué. On vit des années, moi je me rappelle quand on voyait un grand joueur français venir jouer au Stade Rocher, on était vachement contents. Aujourd'hui, c'est les meilleurs joueurs du monde qui viennent jouer et qui veulent venir dans l'équipe de La Rochelle. Donc, on ne le ferait pas que pour une question d'image, même si l'image est très favorable, on le fait aussi parce qu'il y a un impact économique que nous mesurons fort bien sur les différentes choses que j'ai indiquées tout à l'heure. Je peux vous dire que vraiment, hein, trouver des modèles pour des équipements type stade, il y en a qui voudraient qu'on fasse un grand parc expo, puisque vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Bon, un grand parc expo immense. Je peux vous dire que le retour sur investissement, ce ne serait pas la même chose, et les budgets à mettre en face ne seraient pas 1 ou 2 millions d'euros. On parlerait en dizaines de millions d'euros. Bon, c'est parce que vous m'avez cherché. Oui, je vous en prie. À cherche qui trouve. Alors du coup, on aurait bien aimé que vous affichiez sur les tours de La Rochelle, Foire Expo de La Rochelle, de même titre que Grand Pavois de La Rochelle. Il y a des choix qui sont faits, visiblement. Pas gêné du tout de mettre un affichage. Alors, il faut l'autorisation des tours, hein. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres des tours. Chers collègues, je vous propose que nous délibérions sur la proposition qui nous est faite par Dominique Guégaud, qui souhaite voter pour. Voilà, ça c'est pour compliquer la vie des équipes. Alors on va faire à l'inverse. Qui souhaite s'abstenir? Alors si vous avez mettez deux mains si vous avez, je crois que vous avez un pouvoir. D'accord? Qui souhaite voter contre? D'accord. C'est noté? Merci, on a enregistré les votes. Non, il y a encore la deuxième question qui est indirectement relative. Merci beaucoup. Nos questions suivantes maintenant, puisqu'on décide cette dépense, il nous faut faire une décision modificative que Thibaut Guiraud va nous présenter. Oui, par conséquent, il nous est proposé d'adopter la décision modificative numéro 3 du budget principal de l'exercice 2022 qui concerne donc la constitution de ce fonds de concours pour financer la rénovation et l'extension de la tribune présidentielle du Stade Rochelet. Donc, comme on peut le voir, la décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes, avec 2 millions d'euros qui émanent de l'offre de concours du Stade Rochelet et 2 millions en dépenses d'investissement. Merci beaucoup. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? La délibération est donc adoptée. Vous avez bien pu noter les votes. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant, Martine Madeleine, à des subventions de fonctionnement pour la jeunesse. Tout à fait. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc je reviens vers vous pour l'attribution des compléments de subventions de fonctionnement pour la délégation jeunesse. Pour rappel, une enveloppe globale de 500 709 € a été allouée pour les activités de jeunesse, d'éducation populaire notamment, en 2022. Ce soir, je vous propose d'attribuer les 30% restants des subventions pour la FEV, le CDIJ et l'Union populaire de Cheusse. Donc, je tiens à vous rappeler les actions menées par la FEV 17 pour lutter contre les inégalités éducatives et pour la création de liens solidaires entre le campus et les quartiers populaires, notamment des distributions en faveur des étudiants, des aides aux devoirs, du logement collaboratif ou du mentorat. Pour ce qui concerne le CDIJ, c'est une association qui œuvre notamment pour les droits des femmes et pour aider les familles dans leur mission éducative. C'est le Centre départemental d'information jeunesse, sportive, donc culturelle, centre de loisirs également. Et donc une attribution également pour le centre d'éducation populaire de Cheusse. Donc, il convient ce soir
de procéder à ces attributions. Il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission compétente, de valider les montants versés au titre des subventions 2022, tels que détaillés donc, dans votre CABOX, pour une enveloppe globale de 123 171 €, ce qui correspond donc aux 30% restants pour les 3 associations citées, AFEV, CDIJ et CHEUS. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions particulières. Je mets au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc la délibération est donc adoptée. Michel Tillot, droits de l'homme, attribution de subventions. Bonjour à toutes et à tous. Demande un versement d'une subvention pour le collectif Action Solidaire. Je pense que tout le monde connaît. C'est pour coordonner une quarantaine d'associations. Et parmi les activités les plus importantes de collectif Action Solidaire, c'est le Festival des Solidarités, c'est le Festisol, et ils ont participé aussi cette année à la participation de la Marche des Fiertés et de nombreuses actions. Voilà, donc nous demandons le versement de cette subvention à hauteur de 10 000 €. Merci beaucoup. Des interventions particulières, je n'en vois pas. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? La délibération est donc adoptée. Catherine Benguigui, des partenariats du Carré Amelot. Et ensuite, on a une autre délibération de règlement pour le Carré Amelot. Monsieur le maire, chers et chers collègues, donc cette délibération, vous donnez quelques nouvelles du Carré Amelot. Malheureusement, on a dû annuler le spectacle de lancement qui avait lieu normalement samedi soir, une boum à l'extérieur sur le parvis pour toute la jeunesse. On n'a pu faire que les ateliers à l'intérieur vu les intempéries. On en est vraiment désolé. Par contre, il y a eu beaucoup de monde pour les ateliers l'après-midi pour les enfants. Vous dire également que le Carré Amelot est en cours de travaux déjà cette année, puisqu'on est en train de changer les sièges de la grande salle. Donc la salle va être fermée jusqu'au printemps, ce qui suppose des conventions beaucoup plus importantes cette année par rapport au hors-les-murs, bien que le hors-les-murs soit quand même une spécificité aussi du Carré Amelot, avec donc la ville d'Étré, la ville de Pulboro, avec le lycée Valin, avec l'université, de façon à ce que la programmation de cette saison 2022-2023 puisse se tenir, vu qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser la salle. Donc vous avez un ensemble de conventions, plus une convention également sur le pass étudiant, une convention avec les francopholies, une convention avec les escales documentaires, de façon à ce que toutes les propositions puissent se tenir dans les règles avec des conventions signées. Donc en fait, considérant ces demandes Attendez, je reprends ma délibération. Voilà, la 5. Donc, considérant, il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission compétente, d'approuver les conventions aussi annexées relatives à la mise en œuvre des activités du Carré Amelot et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions. Je vous remercie. Merci, vous les féliciterez de tout ce travail qui consiste à garder une continuité d'activité malgré la période des travaux dont le Carré Amelot avait vraiment besoin. Je ne vois pas d'intervention. Oui, je vous en prie. Alors, vous voulez peut-être pour m'éclairer, il semblerait qu'il y ait aussi un grand besoin de travaux assez urgents au niveau de la coursive, oui, avec des fuites d'eau et des remontées par la rivière Verdière qui empoisonnent l'existence de cet établissement. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez des informations à ce sujet. Merci. Alors, je rappelle que la coursive est un équipement communautaire, donc ce n'est pas le conseil municipal qui sera amené à se prononcer, mais effectivement, il va y avoir des travaux de maintenance sur la coursive. Maintenant, vous savez que la coursive, c'est des programmations sur plusieurs années, et donc il faut que nous trouvions avec le directeur une séquence qui ne va pas être tout de suite pour pouvoir permettre à ce qu'il puisse faire le même type d'action que ce que vous venez de faire avec le Carré Amelot, c'est-à-dire des programmations hors les murs pendant la période de travaux. Mais effectivement, vous avez raison, il va falloir faire des travaux sur la partie scénique. Hein. La salle a été faite il y a quelques années, mais c'est la partie scénique qui aura besoin de travaux significatifs. Que concernant le Carré Amelot, là ici on va fermer cette saison la salle, une partie de la saison pour changer les sièges, mais dans quelques temps on va réouvrir la saison prochaine et la saison d'après on va refermer parce qu'on aura des travaux plus structurels qui sont prévus
au Carablo. Voilà. Merci. Je mets la délibération aux voix. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Délibération est donc adoptée. Toujours Catherine Benguigui, un règlement intérieur pour les stages et ateliers. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on avait modifié le règlement intérieur pour prendre en compte la situation dans le cadre du Covid. Et on a en 2021 proposé la pérennisation du règlement intérieur, tout en conservant certains articles. Et à la suite d'une situation redevenue normale, il est proposé de pérenniser le règlement intérieur joint à partir de la rentrée 2022. Donc, concernant les modalités d'inscription, concernant des mises à jour par rapport à des dates, voilà. Donc, la possibilité aussi de pouvoir modifier à un moment donné des dates en cas de problématique, voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission compétente, d'approuver le règlement intérieur annexé. Merci beaucoup. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? La délibération est donc adoptée. Délibération suivante, toujours Catherine Benguigui, labellisation comme Ethnopole, convention avec l'association Intermonde, l'État et tout ça. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous devions labelliser. Par contre, pouvez-vous nous rendre compréhensible la thématique des humanités océanes? Alors, comme vous le savez, la ville de La Rochelle bénéficie de nombreux labels de l'État, en particulier la Coursive dont on a parlé, le CNAREP, le CCN, la salle de musique actuelle. Et là, nous voilà avec un nouveau label du Centre Intermonde comme Ethnopole. Il faut savoir que des ethnopoles, on en a un certain nombre en France et qu'ils sont toujours adossés à un lieu culturel. Donc le Centre Intermonde comme lieu culturel, comme lieu de résidence d'artistes, va avoir ce label qui va lui permettre, au-delà de l'action culturelle qui est mise en œuvre, également d'avoir une action au niveau de thématiques de recherche autour effectivement des humanités océanes. Dans ce cadre-là, en fait, pour ce premier contrat 2022-2025, 2 programmes de recherche ont été retenus par le conseil scientifique, puisqu'il va y avoir un conseil scientifique. Et en fait, les 2 grands thèmes dans le cadre de ces humanités océanes, ça prend en compte les sciences humaines, les humains, dans le cadre des migrations, dans le cadre du lien avec le Nouveau Monde, les Amériques, et aussi dans le cadre des problématiques réfléchies au niveau de la recherche sur la mémoire, le patrimoine culturel immatériel, des colonisations et de l'esclavage, et l'organisation des sociétés selon l'évolution du trait de côte. Donc en fait, tout ça va faire sujet de recherche en lien avec d'autres lieux comme le musée du Nouveau Monde par exemple, et ce nouveau pôle de recherche, de ressources également et de médiation, il va être mis en place et il va être en articulation fine avec le Centre Intermonde, puisque associé à ces recherches scientifiques dans lesquelles des scientifiques vont intervenir, sachant que Laurent Vidal est scientifique, puisque le président du Centre Intermonde, c'est un scientifique de l'université. À côté de cela, il va y avoir une valorisation de la science à travers des œuvres mises en œuvre par des artistes. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est art et science, en fait, tout ce qui est démarche art et science, c'est-à-dire comment on peut valoriser la science, faire comprendre les recherches des chercheurs à travers des expositions, à travers des résidences d'artistes, à travers voilà tout ce qui peut de façon sensible faire comprendre les problématiques liées à ces 2 grands thèmes de recherche, voilà. Et donc, cet ethnopole, vu que c'est un label, il est autour de la table, il y aura l'État, la région, La Rochelle Université et la ville de La Rochelle. J'ai souhaité fortement que la ville de La Rochelle soit signataire, même si ça ne va pas avoir de surcoût pour la ville, puisque la ville a déjà une convention avec le Centre Intermonde, a déjà une convention qui met en œuvre à disposition des locaux, mais la ville souhaite être partie prenante et autour de la table, parce qu'en fait, c'est très intéressant que de pouvoir faire du lien entre cet ethnopole, le Centre Intermonde que l'on finance, et puis d'autres lieux comme l'université, comme le musée du Nouveau Monde, comme le muséum d'histoire naturelle, comme beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir participer à ce travail-là et à la place de la connaissance de la science et de la valorisation de la science dans notre politique culturelle de la ville de La Rochelle.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, il est proposé au Conseil municipal, en accord avec la commission compétente, d'autoriser la signature de la convention pluriannuelle, si annexée. Si tout le J'espère monde en avoir est- été clair. Si tout le monde a été très clair et si tout le monde en est d'accord, bien sûr. Si tout le monde en est d'accord. Qui souhaite s'exprimer? Je ne vois pas d'intervention. Donc, qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc, la délibération est donc votée et tout le monde en est d'accord. Des délibérations à caractère ressources humaines. Thibault, participation aux frais de campagne des organisations syndicales. En effet, il s'agit d'une aide habituelle pour participer au financement des frais de campagne lors des élections professionnelles qui se tiendront cette année du 1er au 8 décembre 2022. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est la première fois que le mode opératoire sera sous format du vote électronique. Donc la participation s'élève à 1 160 € par organisation syndicale. Donc les frais de campagne sont les frais d'impression, les professions de foi et tout autre document. Donc il nous est proposé d'adopter cette subvention maximum de 1 160 € par organisation syndicale. Merci. Délibération très technique. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Toujours Thibault. Rémunération des animateurs et des responsables intervenant sur le temps de vie de l'enfant. Alors, dans cette délibération pour la rémunération horaire des TVE, il s'agit de la réévaluation du taux horaire des animateurs contractuels et titulaires en lien avec l'évolution du SMIC horaire et l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires à partir de la rentrée 2022-2023, tel qu'il est détaillé dans les deux tableaux présentés dans la délibération. Voilà, donc il nous est proposé d'imputer ces dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville. Merci. Abstention. Vote contre. Délibération est donc adoptée. Le lab de l'emploi. Ça aurait pu être présenté par Séverine aussi. On peut le faire à deux voix si vous voulez. On peut... Si jamais il y a des questions pour expliquer ce que c'est, Séverine m'a dit tout à l'heure qu'elle était prête. Séverine, si tu me le permets, un petit mot sur le lab de l'emploi. C'est un dispositif que tu as mis en place au sein de la communauté d'agglomération en partenariat avec Pôle emploi et l'État et qui vise à aider les personnes les plus fragiles en leur permettant pendant 1 an de bénéficier d'un contrat aidé au sein de nos collectivités pour pouvoir après mieux intégrer le marché du travail. Dans ce cadre-là, on s'était fixé un objectif au sein de la ville de La Rochelle, c'était de créer 12 postes non permanents à temps plein pour le grade de catégorie hiérarchique C. Et donc, nous avons besoin de passer cette délibération pour régulariser, nous faisons de la régulariser pour bénéficier des versements de l'État qui contribuent à hauteur de 70% du montant de la rémunération et 30% à notre charge. Voilà. Et donc, à ce jour, nous sommes à 6 contrats en cours et 3 autres contrats en cours de recrutement sur les 12 postes que nous souhaitons créer sur l'ensemble du plan d'action. C'est ça? C'est bon? Ok. Merci. Un petit mot, Séverine, pour voir comment se marche le dispositif. Je rappelle que vous l'avez validé avec Elisabeth Borne en personne, ce dispositif. Tout à fait, monsieur le maire. Merci de me donner la parole sur ce dispositif. Effectivement, on avait constaté, on essaie sur la CDA de La Rochelle, sur l'agglo, on essaie de proposer des dispositifs de vraiment coller au marché du travail et on avait constaté, notamment avec nos partenaires de Pôle emploi, que pas mal de demandeurs d'emploi longue durée n'arrivaient pas comme ça en l'état à accéder à un emploi de façon pérenne, ou ils n'arrivaient pas à accéder du tout, ou ils n'y restaient pas. Et c'est une problématique qui nous était remontée par les entreprises. Et du coup, nous avons effectivement imaginé ce dispositif. Il fallait imaginer un tremplin, en fait, un SAS. Et du coup, l'idée pour nos collectivités qui regorge de métiers différents en fait, était le bon sas pour nous pour recruter ces personnes pendant 1 année et les remobiliser, les former, essayer de lever tous les freins périphériques puisque ces personnes rentrent dans le dispositif PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi, et du coup ils ont un accompagnement spécifique qui permet de lever tous les freins périphériques à l'emploi et de travailler également avec les entreprises pour que ces personnes puissent être recrutées dans nos entreprises, dans les entreprises du secteur marchand sur notre territoire.
Donc c'est une façon de remobiliser ces personnes et de mettre à contribution toutes les communes de la CDA de La Rochelle. Et donc, je me réjouis ce soir de pouvoir faire voter cette délibération et de voir que la ville de La Rochelle prend toute sa part dans ce dispositif qui fonctionne très, très bien et qui est prévu sur 3 ans. En fait, c'est une expérimentation sur 3 ans et nous sommes accompagnés à titre expérimental et de façon assez unique en France pour ce dispositif. Merci beaucoup pour, je dirais, double merci. Merci pour l'engagement que vous avez mis sur ces dossiers-là et merci pour cette présentation très claire. Thibault, oui, pardon, je vous en prie. Juste une demande, un souhait, parce qu'effectivement c'est un dispositif intéressant. Dans la convention, il est prévu qu'un bilan serait fait devant le comité de pilotage. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan qui aille au-delà du comité de pilotage et qui soit présenté aux élus de la ville comme de l'agglomération? Je vous en prie. Voilà. Du coup, je pense que vu qu'on est à une année, je pourrais essayer d'avoir toutes les infos et tous les chiffres à jour pour vous faire la prochaine fois. Avant la fin de l'année. Oui, voilà, avant la fin de l'année, un premier bilan, parce qu'en fait, l'expérimentation est sur 3 ans, mais je pense que c'est assez intéressant d'avoir un peu de visibilité sur les premières sorties, en fait, puisque les premiers recrutés l'ont été au mois de juin l'année dernière. Donc, du coup, on commence à avoir un peu de visibilité sur les sorties. Donc, au prochain conseil, je peux faire tout à fait un bilan devant cette assemblée. Merci beaucoup. Je mets la délibération aux voix. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc la délibération, Thibault, est donc adoptée. Maison des Écritures, ressources humaines. Oui, alors la Maison des Écritures, il y a une montée en charge progressive de l'activité ces dernières années qui nous demande de transformer un poste de coordinateur de projet culturel à temps plein et de l'upgrader en catégorie hiérarchique A. En fait, c'est simplement au regard des missions exercées qui nous est proposé donc de transformer ce poste pour coller à la réalité. Et donc, il nous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à recruter un agent non titulaire par contrat de projet. Voilà, et donc de basculer de catégorie B à catégorie A sur la Maison des Écritures. Merci beaucoup, c'est en plus une personne de grande qualité, dont je tairai le nom, évidemment. Qui souhaite s'abstenir? Oui, pardon, Catherine, excusez-moi. Non, je voulais juste rajouter, vous donner un peu des nouvelles de la Maison des Écritures qui fonctionne bien, qui reçoit beaucoup d'artistes, d'écrivains, d'auteurs de plein d'endroits, des ailleurs, moi j'appelle ça des ailleurs, qui sont en résidence régulière, dont certains, je ne vous donnerai pas de détails, mais ont eu des prix importants. On a également mis en place, en lien avec l'Académie des Belles Lettres, un concours de nouvelles dont les résultats seront connus au mois de décembre. On a eu énormément de participants à ce concours. Et puis, on a également mis en place, à l'aide d'un jury, des cartes blanches au Rochelet, où en fait, un certain nombre d'auteurs, d'artistes peuvent proposer le jeudi, une fois par mois, le jeudi soir, une proposition ça peut être une rencontre, ça peut être une lecture, ça peut être une étape de travail, de façon à pouvoir faire venir dans cette maison aussi une mixité de public importante. Donc voilà, les choses se passent bien. Et il y a de plus en plus de travail. C'est pour ça que c'était important qu'on puisse reconnaître le travail des personnes qui sont dans cette maison et puis lui donner une assise au niveau des ressources humaines à la hauteur des enjeux, des défis et du travail qui est réalisé depuis déjà maintenant 1 an et demi. Voilà, merci. Merci beaucoup Catherine de ces précisions que je partage à 100%. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Dominique Guégaud, servitude de passage au profit d'Enedis. Merci Monsieur le maire. Une délibération récurrente. Il s'agit d'autoriser donc Monsieur le maire à signer une convention de servitude au profit d'Enedis. Ce sont des travaux qui sont réalisés avenue de Dublin pour améliorer la qualité de la desserte et de l'alimentation électrique. Merci. Délibération très technique. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc
adopté. Chers collègues, nous sommes arrivés au terme de notre conseil municipal à une heure raisonnable et de la part de l'ensemble du conseil municipal, remercier toute l'administration qui a préparé ce conseil, comme d'habitude, avec diligence, sérieux et professionnalisme. Merci à toute l'administration d'avoir préparé ce conseil. Chers collègues, je vous souhaite une très bonne soirée.